entendre. Si je dis un truc qui vous plaît dans l'ensemble, vous faites quoi comme bruit? Ouais, c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez le refaire avec conviction, genre maintenant? Cool. Si je dis un truc, vous êtes pas trop, vous êtes pas à l'aise, vous êtes perplexe, vous faites quoi comme bruit? Toi, t'es tout le temps content. Toi, t'avais fait quoi comme bruit? Vous. Toi, t'as fait un hochement de tête, c'est pas un bruit. Alors vous voulez faire ça? Faites un... Bon, alors là, je me fais carrément huer. Ok, bon, on va le garder aussi pour quand vous n'êtes pas content. Ça va? C'est cool? Je fais des c'est cool à peu près toutes les slides. Ne vous inquiétez pas. Alors, un premier point important, c'était de dire qu'on n'est pas là pour parler des chefs de projet, en fait. C'est juste un troll en début de talk. Et pour, comment dire, pour démarrer la conversation. De quoi est-ce qu'on veut parler? Avant tout, on voudrait parler de bonheur au travail, mais de bonheur dans sa carrière, de bonheur dans la vie, tout ça. Parce qu'il n'y a pas que chez Google que les gens sont heureux. Et en posant la question, et après développeur chef de projet sur Twitter, on a eu pas mal de réactions qui étaient intéressantes. Alors déjà, c'est triste des gens qui pensent comme ça de Théo. Le métier de chef de projet existe encore, c'est une question assez intéressante. Ensuite, on a des réflexions sur d'où vient le modèle. Est-ce que c'est les écoles d'ingénieurs? Est-ce que c'est les SS2I qui nous poussent ça? On nous apprend aussi que le chef de projet doit gagner mieux sa vie que le développeur, ce qui est pas forcément intéressant. Mais le fait qu'on ait un plan de carrière où chef de projet c'est après, ça justifie le fait qu'il soit mieux payé, ce qui n'est pas forcément vrai dans tous les pays du monde. Sachant que c'est plutôt une activité de support, le chef de projet. Robin, qui est directeur technique de Dernier Cri, qui nous dit que même les jeunes qui sortent de l'école de Epitech, etc., ils pensent comme ça, et c'est choquant. Ouais, encore une fois, on nous dit que c'est une question de pognon. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ça touche un peu le cœur du sujet. Voilà. La question de qu'est-ce qu'une bonne carrière? J'aime bien la mettre sur un grand écran, elle m'a dit que je le ferais pas, je l'ai fait. Voilà. Carrière de Pierre. Il y a aussi la question, c'est comment on a du mal à voir nos carrières parce que le métier a complètement changé au cours des 10 dernières années. Il existait tout juste il y a 15 ans, 20 ans. Et surtout les carrières des gens qui ont commencé il y a 20 ans ressembleront jamais aux carrières des gens qui commencent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des vieux développeurs dans la salle? Je pense qu'à partir... On s'était mis d'accord, genre si tu as du code en prod qui a plus de 10 ans, tu es un vieux développeur. Ok, c'est cool. Et le code en prod que vous avez mis il y a 10 ans, c'était quoi comme techno? Genre c'est encore d'actualité ou pas? À part le Java, bien sûr. C'est du Java. Ok, l'important c'est aussi d'en parler avec des bières. Voilà. Ce soir, il y a de la bière. C'est où qu'on boit de la bière, Julien, ce soir? Saint-Cyprien. À Saint-Cyprien. C'est cool. Est-ce que vous venez boire de la bière ce soir? Ah, et les gens qui boivent pas de la bière, vous pouvez boire du coca, on est super contents si vous venez. C'est cool. La dernière fois, on m'a dit que c'était pas inclusif de parler de bière tout le temps. J'invite les gens qui boivent pas de bière. Du coup, on a voulu faire un peu une étude sur le sujet. On a fait un sondage avec le Lilcast. C'est un podcast et il faut écouter Lilcast. C'est cool. Je vais passer assez rapidement parce que ce qui est intéressant, c'est que les résultats ils croisent avec l'étude de Stack Overflow sur le même sujet. C'est que globalement, en fait, le salaire, c'est pas un truc qui retient les développeurs. C'est pas parce qu'ils sont bien payés qu'ils s'en vont pas. C'est même plutôt en général le salaire, c'est quelque chose qui peut rendre les gens assez malheureux. C'est-à-dire que quand vous avez un job qui vous plaît pas ouf, mais que le salaire est vachement bien, vous avez tendance à avoir du mal à trouver un job intéressant après. C'est pas une logique. Donc bien payé développeurs, a priori, ne sert pas à les retenir. Pour un gros tiers des développeurs. Est-ce que les missions sont importantes? À peu près tout le monde est d'accord que ce que tu fais dans tes journées, c'est important. Est-ce que tu étais heureux dans ton précédent poste? Donc ça, c'est une question qu'on a posée à des gens qui venaient de quitter leur taf. Et effectivement, cette courbe est assez étalée. Mais on constate quand même une gaussienne sur le 3 et une gaussienne sur le 7. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont quitté leur poste alors qu'ils étaient heureux aussi. Ça revient au NSP. Hein. Le NSP, de manière générale, nous dit qu'à partir de 7, on est heureux. Hein. Si on vous demande si vous avez aimé le service de la SNCF, normalement, vous ne mettez jamais en dessus de 7. C'est la statistique. Voilà. Donc, comment on les dev heureux? Et Stack Overflow nous dit à peu près la même chose, c'est que 7 développeurs sur 10 n'est pas heureux. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que ça vous paraît cohérent quand je vous dis que 7 développeurs sur 10 est pas heureux au taf et débauchable et prêt à le quitter? Faut faire aussi des bruits là. Ouais, cool. Ok, moi je trouvais ça assez gênant. C'est pour ça qu'on a fait une boîte en fait pour trouver des trucs assez intéressants. Alors,
Globalement, qu'est-ce qui nous rend heureux au travail? Moi, j'aime beaucoup dire apprendre. C'est quelque chose, on en reparlait encore avec Manu hier, le fait de prendre une mission auprès d'un client en lui disant t'inquiète, je saurai faire, je vais faire, mais en fait on ne sait pas. Mais en fait c'est ça qui est kiffant, en fait tout le monde fait ça, je vous rassure, si vous avez déjà fait ça, de dire au client que vous saviez faire mais vous ne saviez pas. Tout le monde fait ça, parce qu'en fait on veut toujours se mettre dans des situations d'inconfort. En vrai, faire un truc qu'on sait déjà faire, c'est particulièrement chiant, on veut faire des trucs qu'on n'a pas encore fait. Est-ce que c'est cool ? Donc ça, ça va avec le fait d'avoir des perspectives de carrière. En vrai, peu importe les schémas de carrière qu'on vous propose, le fait d'apprendre des nouvelles choses, ça reste une constante. Donc on peut vous proposer du leadership, l'expertise technique. Il y a aussi toute la notion d'avoir une expérience dans la boîte, d'avoir une expérience dans votre job, c'est-à-dire que au-delà du fait d'apprendre, au-delà du fait de produire, il y a le fait d'avoir du bon matériel, d'avoir une bonne ambiance. Si vous voulez, il y a le test de Joël qui est assez intéressant, qui existe depuis genre 20 ans, genre c'était l'ère de .com à l'époque, où il pose 12 questions par lesquelles tu vas répondre oui ou non. Mais il est assez sévère le test de Joël, genre si vous ne mettez pas en prod tous les jours, vous avez perdu un point sur le test de Joël. Si vous ne traitez pas les bugs en priorité avant de faire les features, vous perdez un point sur 12. Il y a plein de choses que je n'aime pas dans le test de Joël, mais il est assez intéressant et ça va avec avoir des outils d'intégration continue. Il y a 10 ans, dans le test de Joël, c'était déjà. Je trouve ça assez intéressant. Et globalement, en fait, apprendre, ça reste le cœur de notre métier. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des tafs, même moi j'ai eu ce genre de taf, où on nous charge avec 5 jours de prod par semaine, parce que notre temps il est chiffré, parce qu'il faut livrer, parce que on s'est engagé sur un sprint, il faut livrer le sprint, et finalement tu n'as jamais le temps de faire du travail, de prendre de la veille, etc. Par contre, c'est ta responsabilité de faire de la veille, tu ne te tiens pas à jour dans tes compétences, mais on ne te donne jamais le temps de le faire. Quand on parle de 1/5 de temps à la Google pour pouvoir faire des choses genre, qui nous permettent de grandir, ça reste quand même toujours compliqué. Tout le monde veut être innovant, tout le monde veut être Google, mais quand on parle de donner du temps pour que les gens innovent eux-mêmes, ça reste compliqué. Est-ce que vous ressentez ça aussi ? Globalement, en fait, c'est vraiment simple de comprendre si votre patron est en train d'essayer de vous faire produire le plus possible ou s'il est en train d'investir sur vous. Et si vous avez l'impression que votre boîte n'investit pas sur vous, c'est clairement, c'est le bon moment de se barrer, quoi. Il n'y a rien à gagner. Est-ce que c'est cool ? Ouais, se barrer, c'est cool. Moi, j'aime bien aussi Hubert, qui nous dit que... En fait, Hubert, il a fait la même école que moi. Et on parlait de web de manière générale. Je dis, mais moi, à l'école, en web, j'ai vraiment rien appris. Et il me dit, ouais, moi, j'ai appris à l'école, mais quand je suis revenu pour enseigner le cours, en fait. Et c'est vraiment intéressant le fait de former les gens et de passer du temps en formation. Même ne serait-ce que faire un peu de mentorship sur une techno à l'intérieur de votre boîte, genre il y a un junior, vous lui apprenez des trucs. Moi, mon apprenti m'apprend à faire du CSS en ce moment, c'est très gênant. Mais tout ça, en fait, c'est des moyens où on transmet notre connaissance et c'est toujours dans la logique d'apprendre, ça nous tire vraiment vers le haut. Et si vous arrivez à trouver ce genre de logique, même simplement, genre la code review, ça peut être un prétexte en fait à faire du mentorship et à former les gens dans l'entreprise. Si vous trouvez ce genre de contexte, c'est cool. Est-ce que c'est cool ? Ouais, trop bien. Après, sur les captations, on vous entend pas crier. Je suis tout seul, en fait. C'est assez cool. Il y a une captation de 45 minutes où je fais des c'est cool tout le temps et à chaque fois, j'ai l'impression de me prendre un vent. C'est quand je revois la captation. Alors, du coup, en fait, le process de recrutement, c'est assez intéressant parce que quand vous êtes dans une boîte, ça n'avait un peu rien à foutre du process de recrutement de votre boîte. Et je vous conseille de vous y intéresser parce que c'est vachement bien. Déjà, vous, quand vous allez vouloir rentrer dans le recrutement dans une autre boîte, si vous voyez que les devs ne s'impliquent pas dans le process de recrutement, vous allez vous dire qu'il y a un truc chelou dans cette boîte-là. Donc, dans votre boîte, quand vos RH, etc., ils vous sollicitent sur des profils, prenez le temps de le faire. C'est chiant, ça vous empêche de livrer, etc. Mais c'est assez chouette. Et du coup, prenez le temps, en fait, si vous voulez. La partie technique sur la qualification d'un profil, genre faire des tests de code, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rigolo. En vrai, ce qui est vraiment le plus important, c'est le fit. Il y a des clients de chercheundev.fr qui m'ont dit « Ce gars-là, il est vraiment super bien, il correspond à ce qu'on veut, etc. Par contre, là, il va devoir percoder avec tel bonhomme qui, lui, a besoin que ce soit hyper actif, etc. Et le bonhomme-là, il est trop calme. » Ça, c'est ce qu'on appelle le culture fit ou les soft skills. Et c'est vraiment hyper important, genre, il faut que vous soyez capable de dire, genre, dans mon équipe, les gens, ils réfléchissent comme ça, on cherche à avoir tel type d'ambiance, etc. Est-ce que c'est cool ce que je vous dis ? Ouais. Bon ben, en tout cas, voilà, essayez de l'exprimer, parce que les gens qui font le recrutement, pas pour votre équipe, ils ne peuvent pas le deviner, en fait. Donc c'est bien si on y réfléchit tous ensemble. Fuir les postes de moutons à 5 pattes. Alors le Ninja, 5 ans d'expérience en Angular 4. À l'époque où on avait écrit cette slide, Angular n'avait pas de nomenclature en 4.
Mais maintenant, c'est genre les fiches de poste sont devenues actuelles, ça c'est fun. Pour un grand groupe international avec l'esprit à taille humaine, etc. Globalement, ouais, les fiches de poste, ça reste toujours hyper compliqué. Essayer de voir les gens qui sont derrière les fiches de poste, etc. C'est vraiment toujours beaucoup plus rigolo. Est-ce que c'est cool? C'est pour ça qu'on les fait gratuitement, les fiches de poste. Ça n'a aucune valeur. J'adore cette slide. Vous aimez le poisson pané? En vrai, Quentin a écrit cet article qui s'appelle genre « Je n'embauche jamais de poisson pané ». Arrêtez de vous présenter en tant que tel. Ça n'a aucun sens, d'accord? Genre juste, quand vous lisez le titre, vous dites « Mais what the fuck ?» Et encore, même aujourd'hui, j'ai jamais trouvé de meilleure solution. Et en vrai, le visuel avec le Findus, il est chouette. Mais donc, globalement, ce qu'il appelle le poisson pané, c'est les gens qui envoient des candidatures spontanées avec marqué « Bonjour, j'ai vu votre entreprise, elle a l'air vachement intéressante, j'aimerais bien y travailler, voici mon CV. » En fait, genre... Vous aimez pas quand les recruteurs ils vous contactent de la même façon en mode salut, j'ai vu que tu faisais du .NET, je cherche des consultants .NET pour aller à Val d'Isère, et alors que tu fais même pas du .NET par exemple. Mais en fait c'est un peu la même chose, genre si jamais vous voulez rentrer en contact avec une entreprise pour être embauché, essayez de faire un truc qui soit un peu plus distingué aussi. Est-ce que c'est cool? On n'aime pas le poisson pané. On veut du jambon. Coder sur un tableau blanc en test, c'est tout pourri. D'accord? Enfin, c'est nul. Par contre, on peut faire des tests automatisés. C'est assez chouette. Il y a des outils comme ça qui s'appellent des plateformes d'assessment. Et ça, c'est chouette. Si votre entreprise n'en a pas encore, c'est cool. On peut coder sur un tableau blanc, mais avec quelqu'un. C'est vachement intéressant d'avoir quelqu'un à côté avec qui discuter. Et ça, c'est plutôt utile. Est-ce que c'est cool? Oui, il y a un penny. Oui. Les gens c'est chouette, discuter avec les gens c'est chouette, faire du pair programming c'est cool parce qu'on apprend justement ce culture fit, on voit si les gens y réfléchissent bien, etc. Ok, c'est cool. Et aussi n'oubliez pas que dans le processus de recrutement on peut boire de la bière parce que de toute façon on en boira après et de toute façon les communautés de développeurs c'est des petits mondes, en fait on est tous là aujourd'hui déjà. Donc les gens qui vont rentrer en processus de recrutement dans votre boîte, il y a des chances pour que vous les rencontriez aujourd'hui ou que vous les croisiez à un meet-up ou que vous les retrouviez à une bière après un meet-up. Donc prenez le temps de faire des choses informelles dans les processus de recrutement. C'est cool? Oui. Et si vous ne buvez pas de bière, vous pouvez boire du coca. C'est cool. Alors ça, c'est un truc assez fou. Genre j'ai mis longtemps à le trouver. Et un jour, je faisais l'interview de Vincent. Vincent est un nomade digital et moi, je voulais parler de nomadisme digital. Et puis il me dit un truc genre oui, alors moi à l'époque, je faisais plein de missions. Genre je faisais beaucoup de WordPress, etc. Machin chouette. Mais en fait, j'étais pas heureux. Je me faisais pas mal chier parce que il y avait un truc, j'essayais de me passionner pour le challenge technique des missions que je faisais, etc. Mais je me suis rendu compte que plus je me passionnais pour la technique, plus en fait c'était parce qu'en fait les projets que je faisais avaient pas de sens. Et du coup, il a décidé de changer d'activité. Maintenant, il fait que des projets qui ont du sens avec des associés qui voulaient faire la même chose que lui. Et il est assez heureux, Vincent. Soyez comme Vincent, soyez heureux. Ouais, tu te noies dans la technique du coup parce que tu cherches à trouver du plaisir dans ton activité, mais en fait c'est parce que le projet manque lui-même de sens. Et je trouvais que c'était assez beau. Et un jour il y a donc une candidate qui s'est inscrite sur jechercheundev.fr et qui nous a mis ça en remarque dans le champ job de rêve sur Je cherche un dev. Il faut vraiment que je me sente utile soit pour l'humanité, les animaux ou la planète. Moi je l'ai pris violemment en pleine face. Genre en fait elle l'a dit simplement. Genre elle se rend pas compte que c'est bizarre de le dire comme ça. Mais en fait, ça devrait être la normalité. En fait, c'est nous qui avons un blocage. On n'arrive pas à dire simplement ça, en fait. Est-ce que ça vous paraît cool encore? J'ai mis Mr. T après. Il est sympa, Mr. T. Et toi, pourquoi tu codes? Je sais pas si vous vous rappelez de cette pub pour World of Warcraft. Ok. Elle fait toujours, elle a fait m'utiliser celle-là. Alors, la SS2I, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein? Et qui c'est qui finance la conf après, mec, si tu fais ça? Mec, il y avait à manger ce midi, en plus, c'était bien. Globalement, les SS2I, ça peut être très chouette. Moi, j'ai bossé chez Altran quand j'étais en stage, et j'ai bossé avec des gens qui étaient super forts en iOS, et j'ai appris énormément à coder avec eux, et j'étais super content. Bon, après, du coup, j'ai pas embauché après le stage, parce qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Mais si vous avez l'occasion de travailler avec des experts et d'apprendre dans une société de consultants, pourquoi pas? C'est cool. Si vous avez l'impression que vos missions consistent à être des vraies missions de consultant, franchement, faire des audits, etc. dans les grands groupes, c'est vraiment super fun. Moi, je me suis amusé sur plein de missions comme ça. Encore une fois, tu peux le faire en indep, mais en SS2I, c'est fun aussi. Après, si tu as l'impression que ton taf, c'est un taf d'intérimaire, c'est-à-dire que le client, il te prend via une SS2I simplement pour se débarrasser plus facilement de toi, il faut que tu te rends compte que tu apportes pas beaucoup de valeur. Tu vois, parce qu'on ne crée pas beaucoup de valeur, ton job manque rapidement de sens.
Être prestat dans une boîte où on voudrait être embauché. Alors ça, c'est un truc qui est un petit peu tendu, c'est parce que la RH de votre SS2I vous a dit oui, mais t'inquiète, le jour où tu voudras partir, nous on te retiendra pas. Concrètement, moi, quand je m'en occupe de débaucher les consultants de la SS2I, le commercial de la SS2I, il négocie tout de suite un contrat de pré-embauche, 6 mois, 1 an, etc. 8 000 € par mois, ça fait une embauche qui coûte quasiment votre salaire en fait sur 1 an, et ça fait un obstacle. Soyez bien sûr que dans les négociations entre la SS2I et la boîte où vous voulez aller, vous n'êtes pas en win-win. C'est win-win pour la SS2I et c'est tout. Et pas pour vous. Consultant son intérêt, on s'en fout relativement. Il se passe du coup qu'aujourd'hui, il y a même des clients qui vont ne pas prendre un prestat s'ils pourraient l'embaucher plus tard. Parce que vu que je vous ai expliqué au début, on est toute petite famille. Si un gros client qui prend beaucoup de prestats, il veut pouvoir embaucher des gens dans l'écosystème après, il se verrouille plein de portes. Parce que sur chaque contrat de prestat, derrière, il y a une interdiction d'embauche pendant 2 ans. Si tu prends 400 prestats sur la région, il n'y a plus personne d'embauché après. Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous êtes... En général, c'est une slide où genre, les gens sont un petit peu mitigés. Genre, en mode, ouais, mais attends, on m'avait pas dit ça avant, etc. Je suis pas convaincu. Si vous avez le droit de rester sur un goût mi-figue, mi-raisin sur cette slide, genre, je suis pas convaincu, c'est cool. Cool? Ouais, trop bien. Moi j'aimais bien la façon de résumer la chose de Nicolas. Se faire plaisir et rester libre et avoir toujours plusieurs choix pour le coup d'après. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, se verrouiller des coups c'est chiant. Mais globalement voilà, c'est ça. Ce qui est important c'est de kiffer le quotidien. Je pense genre il y a un carpe diem en fait à avoir. C'est genre ce que je fais aujourd'hui c'est cool. Ce que je me suis levé ce matin, j'ai codé un truc chouette. C'est vrai que j'ai dit une fois, personne ne se lève pour coder du Java. Mais c'est ça. Non mais en vrai c'est ça. En vrai personne ne se lève pour faire du Java, d'accord? Mais on se lève pour construire quelque chose avec du Java. D'accord? Ok, c'est cool. Parce qu'en fait, les gens s'arrêtent souvent juste à la partie genre personne ne se lève pour du Java, mais en fait non. Ce que je veux dire c'est aucun maçon kiffe son marteau. En vrai si les maçons kiffent leur marteau aussi. Mais en vrai ce qui est kiffant avec le marteau c'est de démolir des murs quoi. C'est parfait en fait, c'est pareil avec le Java, hein, ce qu'on kiffe c'est construire des grosses usines à gaz. Et tant que vous êtes content de vous lever le lundi matin et de faire l'over-engineering jusqu'au vendredi, c'est cool. Voilà, et avoir plusieurs choix pour le coup d'après, c'est ça, c'est globalement pas se verrouiller des portes, essayer de trouver, d'avoir des options. Changer de techno, c'est un vrai sujet, parce que donc du coup les vieux dans la salle, vous avez commencé à faire du Java Swing, et aujourd'hui vous faites du JavaScript, c'est ça? Vous faites encore du Java, d'accord. Mais en vrai, changer de techno, c'est un truc que vous allez faire dans votre carrière. Enfin, moi, j'ai que 26 ans, d'accord, mais avant, j'ai fait de l'iOS en Objective-C. J'ai déjà plus envie de faire de l'Objective-C. D'accord, l'Objective-C, c'est un peu le COBOL du mobile, si vous voulez. Genre, il en reste plein, c'est payé très cher, mais franchement, avec un bâton, je veux plus y toucher, quoi. C'est compliqué. Et est-ce que quand t'as 10 ans de bouteille sur du J2E et que tu prends un poste en Node, est-ce que tu es prêt à perdre un petit peu de ta rémunération? C'est là où j'ai un gif de chat qui veut garder ses billets. En vrai, c'est toujours hyper compliqué. Alors, je dis pas que si tu as fait 10 ans de Java et que tu te mets à faire prendre un poste en Node, tu vas être payé comme un junior, mais quand même, il va falloir réfléchir à revaloriser ton salaire. En fait, genre l'image, il y a beaucoup de gens qui ont cette idée que tous les 2 ans, ils vont changer de job et gagner 2K toute leur vie. En fait, genre juste, ça ne marche pas, ça ne scale pas comme modèle. Il y a des moments où tu vas gagner beaucoup de sous, des moments où tu vas pas gagner beaucoup de sous dans ta vie. Et peut-être que sur les 5 premières années de ta carrière ou 10 premières années de ta carrière, ça a marché de monter tout le temps. Mais il y a un moment où il faut être capable d'accepter de descendre un peu pour d'autres choses. J'étais à une conférence de recruteurs la semaine dernière et il y a Monsieur Sourcing, c'est un gars trop cool, genre il a des diplômes et des badges de sourceur et tout, un champion du recrutement. Et lui il dit voilà, quand tu veux déclencher une personne, il y a un modèle que mon boss à moi il a pris, donc c'est un truc qui est vieux, tu vois, genre il y a 3 types de personnes, les job people, les money people et les location people. Et en gros, si tu vois que le mec il est avec un kayak sur sa photo de profil LinkedIn, tu peux à peu près être certain qu'il a pas envie d'aller bosser à Paris. C'est globalement l'idée qui est là, c'est genre, vous considérez comment? On est tous un petit peu des trois, hein. Je dis pas genre, vous êtes forcément qu'une money people, mais essayez de vous dire, voilà, est-ce que vous êtes plus un job people, location people? Les job people, typiquement, c'est genre les gens, ils sont capables de faire une mission humanitaire, de gagner rien du tout, mais de partir au Brésil et d'aider des gens parce qu'ils sont super heureux. J'ai fini dans 20 minutes. Les money people, c'est globalement les gens qu'on considère comme des job hoppers. À chaque fois qu'ils gagnent plus d'argent, ils changent. Les location people, c'est les gens qui ont construit leur maison et qui veulent plus jamais bouger de là. Essayez de voir à peu près comment vous vous situez là-dedans, quoi.
Et en vrai, du coup, tu proposes du remote à un location people, en général ça marche, tu proposes un meilleur salaire à un money people, ça marche, et tu proposes de bosser sur un projet intéressant à un job people, ça marche. Essayez de vous demander dans quelle case vous êtes. C'est cool? C'est cool. Du coup, je peux vous parler de Tom Parizeau rapidement, qui lui travaille moins, il est passé en temps partiel, et du coup il fait du pain, et il est super heureux, et il voyage et tout ça. Donc, du coup, il gagne moins d'argent, mais il est plus heureux. Je vais vous montrer un exemple quand on peut faire ça. Sinon, on peut changer de job aussi, vendre du software, c'est cool. Faire de la formation, c'est chouette aussi. On n'est pas obligé de développer pour être développeur. Gros hacker, en fait, c'est juste le fait de faire des scripts Node et de spammer des gens sur Internet. Mais c'est du marketing. Les artistes aussi, hein. En vrai, il y a beaucoup de développeurs qui pourraient être artistes. Surtout, on ne perd pas sa condition de développeur du jour au lendemain. C'est pas parce que voilà, on est devenu commercial qu'on n'est plus un développeur. N'est-ce pas, Philippe? C'est pas faux. Et en vrai, voilà. Si aujourd'hui vous n'avez pas fait le saut de changer le truc, c'est forcément qu'il y a un truc qui vous empêche d'être heureux. Souvent, les gens, ils ont une excuse, genre je peux pas faire ça, j'ai besoin d'une maison, j'ai des enfants, etc. Gardez à l'esprit que vos enfants, ils vous trouveront génial, même si vous gagnez moins d'argent. Parce qu'en fait, ils savent pas combien vous gagnez. Les gens, ils se disent oui, mais tu comprends, moi j'ai un emprunt, je peux pas partir. Mais en vrai, vous allez retrouver du travail de toute façon et votre emprunt, vous pourrez toujours le payer. Donc voilà, vous trouvez ce truc-là, cette excuse-là, vous la trouvez, et ensuite vous lâchez prise. Voilà, vous dites, en fait, bah, on s'en fout. Et vous commencez du coup à kiffer simplement l'instant présent, à vous dire, bon, bah voilà, moi, effectivement, si je vais là, je gagnerai moins, mais est-ce que je serais heureux de me lever le lundi matin? Est-ce que vous êtes heureux de vous lever le lundi matin? Oui, cool, tu as un super job. Et surtout, essayer de faire passer le message aux autres, de montrer qu'il y a plein de moyens d'être heureux. Est-ce que c'est cool? Super! Et du coup, je pense qu'à la fin, j'ai juste une slide qui dit que je vous aime beaucoup. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je pense qu'on n'a pas de temps pour les questions. Si? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques spontanées? Sinon, on peut aller discuter après. Oui? Pourquoi? Oh, bah, je sais pas, moi j'aime bien voyager. Et en plus, il fait un peu plus chaud ici que chez moi. Et il n'y a pas la même bouffe. Ouais, c'est cool. Et sinon, à Lille, on a dit Welsh, viens à Lille, c'est cool. Yes. Cool. Je pense qu'on va aller dehors, manger du boire de café, tout ça. Merci beaucoup. Bravo à vous.